Bonsoir. Bon, je suis content que vous êtes tous venus à une émission de Astor on Jase. Bienvenue. Bienvenue à vous qui nous ont regardés. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui peut parfois être assez déprimant. On va parler des changements climatiques. Il y en a une belle équipe avec nous ce soir pour en discuter en long et en large. Fait que je pense qu'on va avoir du plaisir ce soir. Donc, pour commencer, j'aimerais vous présenter le panel que nous avons aujourd'hui. Et ça commence avec M. Sébastien Doiron. C'est bien ça? Merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Suivi de monsieur... nous avons monsieur... Pardon, j'ai pogné un petit blanc de nom. Monsieur Daigle, Monsieur Réal Daigle, ça va bien ce soir? Ça va très bien. On est vraiment chanceux de vous avoir parmi nous aussi. Et à ce soir aussi, nous avons avec nous Madame Sabine Ditz, qui est parmi les nôtres ce soir pour parler de ce sujet. Et suivi ensuite de Monsieur Larochelle, Monsieur Serge Larochelle. Ça va bien ce soir? Oui, bonsoir. Oui, bon, bienvenue à l'épisode... notre 4e épisode, si je ne me trompe pas, d'Astor on Jase. Donc, pour débuter, j'aimerais juste savoir, donc, est-ce que, il peut y avoir tellement d'angles différents pour parler des changements climatiques. Donc, pour vous, monsieur, parlez-nous de quel est votre angle d'approche à cette grande question qui touche plein dessus, qui a tellement de facteurs. OK. C'est ça, ouais, loin dans une minute. Les changements climatiques, moi, je suis la direction pour l'aménagement dans le sud-est. Donc, on fait la planification, on écrit des plans officiels. Puis, c'est ça qui détermine comment est-ce qu'on se développe, de quelle façon. Puis, les changements climatiques ont quelque chose qui touche à n'importe quel développement, que ce soit par la côte ou la chaleur ou les changements que ça produit, ça a un effet sur le cadre bâti. Donc, nous, il faut composer avec ça. Donc, ça peut être l'adaptation des infrastructures, du code à chaque... Je ne sais pas combien d'années que ça prend, que ça change un code de bâtiment. Donc, vous, c'est toute cette adaptation-là, cette logistique-là qui est votre angle d'application, on pourrait dire. Oui. Et pour vous, monsieur, quel est votre angle d'approche? Comment vous approchez cette question-là? Moi, premièrement, je suis un météorologue. Donc, le changement climatique, on parle de changement dans la météo à long terme. Donc, c'est un sujet naturellement qui m'intéresse. Moi, ma préoccupation, ça a été d'élaborer les scénarios d'inondation de nos zones côtières de la province du Nouveau-Brunswick et aussi à une plus grande échelle, pour fournir des scénarios d'élévation où les inondations pourraient se propager présentement et dans le futur, et aussi comment ils sont augmentés avec des ondes de tempête qui nous arrivent assez régulièrement, surtout pendant l'automne et l'hiver. Alors, c'est à partir de ces données-là que des gens peuvent faire des plans d'adaptation. Alors, mon rôle, c'est surtout du côté scientifique, de régionaliser, si vous voulez, les impacts des changements climatiques par rapport aux inondations et l'élévation du niveau de la mer. OK. Vous fournissez tous les faits pour qu'on s'adapte. Alors, oui, je fournis des guides. Oui. Oui. OK. Et pour vous, madame, comment traitez-vous cette question-là? Pour moi, c'est surtout une question de travailler avec les communautés, les municipalités et les groupes à but non lucratifs, puis en collaboration avec les différents secteurs pour avancer l'adaptation. Alors, c'est une question, les deux côtés, c'est l'information que, disons, Réal fournit avec d'autres informations pour accroître la capacité des communautés de comprendre les impacts qui peuvent arriver. Puis là, après ça, de développer des approches, comment on peut éviter les plus pires impacts ou les plus pires. Alors, c'est une question d'engagement du public dans les communautés, avec les différents départements dans les municipalités, puis d'élaborer des plans d'adaptation. En même temps, je suis très intéressée à trouver des approches un peu plus naturelles à l'adaptation, parce que souvent on construit des infrastructures pour arrêter, disons, l'érosion ou pour éviter les inondations. Puis on appelle ça les infrastructures grises.
Puis c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'utilisation un peu plus de la nature, de l'infrastructure naturelle ou basée sur la nature pour gérer un peu les impacts, disons surtout les inondations. Parce qu'on commençait, les terres humides fonctionnent comme des éponges pour l'eau. Ils peuvent prendre l'eau qui, s'il n'y a pas des terres humides, qui s'écoulent sur les routes, etc. Alors c'est un peu ça. Puis je travaille surtout au niveau d'accroître la capacité des différents secteurs pour être capable de trouver des approches d'adaptation. OK. Ah, c'est comme intéressant. Des zones, des travaux, comme vous avez appelé ça, des travaux gris. On utilise beaucoup du béton ou c'est dans une zone grise? Oui, exactement. Exactement. Les deux ou le premier? Puis il y a d'autres manières d'essayer de gérer, surtout l'eau, mais aussi si tu penses aux villes, il y a surtout une question des journées chaudes, très chaudes. Puis une des problématiques avec les changements climatiques, c'est on va avoir plus de journées très chaudes. Alors ça pose un risque pour la santé des humains. Puis pour les villes, c'est une question, OK, comment on gère ça dans les villes? Puis on peut utiliser surtout les arbres qui fournissent l'ombre, etc., pour gérer un peu la problématique de la santé humaine qui est affectée par les journées très chaudes. Alors, c'est ce qui m'intéresse beaucoup au niveau des zones rurales, mais aussi des villes et municipalités. Yeah. OK. Donc, il y a une approche beaucoup un peu plus humaine. Ah, OK. Yeah. Oui. Et pour vous, monsieur, comment cette question-là, c'est votre approche à essayer de gruger cette grande question, comment saisissez-vous ça? Comment vous y apprêtez-vous? Mais moi, je travaille pour un groupe de développement durable à Cocagne, un groupe communautaire, beaucoup de bénévoles qui s'impliquent dans notre groupe. Puis ça fait une vingtaine d'années que le groupe existe, puis quasiment depuis le début qu'il y a une composante d'éducation sur les changements climatiques. Alors, beaucoup du travail était une question de sensibilisation. À la base, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que notre climat change? C'est quoi les impacts des changements climatiques? Puis un peu l'éducation, puis de sensibiliser les gens en termes des actions qu'on peut prendre pour essayer d'atténuer les changements climatiques. Plus récemment, on parle d'adaptation au changement climatique. Fait qu'on fait, c'est des discussions, c'est des causeries, c'est des rencontres qu'on fait avec la population, autant la communauté que les jeunes. Alors moi, ça fait plusieurs années que je gère un projet qui a une optique de changement climatique. Fait qu'il y a toujours une action basée à ça. Dans les écoles, c'est en termes de mitigation, en termes de réduire les gaz à effet de serre. On plante des arbres, on arrête de tondre du gazon, puis les jeunes sont impliqués là-dedans. Okay. Puis dans la classe, bien là, on rentre dans le quoi, le mécanisme des changements climatiques. Qu'est-ce que c'est un peu la science? On retourne à la base de l'atmosphère, puis le rôle que l'atmosphère a à soutenir la vie, puis comment les gaz à effet de serre affectent notre atmosphère qui cause ces changements climatiques-là. C'est vraiment à la base qu'on y va. Puis, trouvez-vous que la population, la communauté a réagi? Est-ce que vous trouvez qu'elle réagit bien à ces informations-là? Y a-t-il des fois, est-ce que ça peut être plus difficile à aller chercher certaines populations? Ou parfois, est-ce qu'il y en a que c'est plus facile aussi? Comment vous trouvez ça? Comment ça se gère, ça, l'enseignement? Oui, c'est une bonne question. Tu as raison que ça dépend un peu des gens puis un peu de leur vécu. Fait que plus récemment, les gens vivent des impacts. On a des tempêtes qui veut dire que notre communauté qui est sur la côte carrément se fait affecter, des endroits qui se font inonder que des gens n'ont jamais vraiment vus avant. Okay. Des quantités d'eau importantes qui causent des inondations. Alors les gens le vivent là, chez eux. Et commencent à faire le lien que, OK, bien, c'est ça qu'on veut dire par changement climatique. Ce n'est pas un événement ici puis là, on le voit de plus en plus. Alors, ceux qui sont éveillés à ça sont ouverts à parler d'adaptation, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait pour gérer ces inondations-là qu'on a plus souvent? Mais c'est clair que ce n'est pas tout le monde. Chez les jeunes, c'est un peu la même chose aussi, une certaine connaissance, une certaine volonté de vouloir soit connaître plus ou même agir. D'en parler avec leurs parents, de déjà penser comme leader futur. C'est assez surprenant de voir même des élèves en 5e, 6e, 7e année qui comprennent qu'ils ont déjà un rôle à faire pour dire aux gens qui sont élus de penser à ça, d'agir.
parlent avec leurs amis un peu, ils en parlent à la maison, c'est sûr. Surtout quand ça vient aux actions. OK. Et eux, ben, ils doivent voir ça. Hein, ça doit être quand même assez intéressant de voir comment eux interagissent aussi avec les changements. Ils auront vécu les changements comme ils auront vécu. Ils auront grandi dans les changements. Tout à fait. Pour eux, les changements, c'est quasiment la norme. Là. Ouais. Alors, ça change vraiment la donne. Même dans le langage, il faut faire attention à les termes qu'on utilise parce qu'il y en a qui vont leur parler. Si on parle de plus de chaleur, puis plus de pluie, puis plus d'inondations, ouais, OK, là, ils peuvent voir. Mais de parler strictement du changement climatique, puis attacher des actions à ça, ça devient un peu plus difficile d'avoir de la discussion. OK. Donc, au moins, là, on peut voir que c'est beaucoup plus clair dans la tête des communautés, des gens, que on peut tout un peu percevoir des changements. Parce que ça me faisait peur un peu. Je me demandais, est-ce qu'on les voit, comme les communautés qui les voient, est-ce qu'on les entend assez? Parce que j'avais toujours peur que ces changements-là se passent un peu comme sous notre nez. Comment on aurait réagi en tant que génération à ces changements-là? Mais là, comme ça, il y a vraiment, les gens, ils voient vraiment le lien avec le changement puis tout ce qui s'en leur rend. Bien, du moins, ils le voient beaucoup mieux. Je pense que oui. Est-ce qu'ils sont prêts à changer leur façon, puis est-ce qu'ils sont prêts à s'investir dans l'adaptation? Ça reste à voir. Compliqué, hein? Ouais. Ça, il n'y a pas beaucoup d'évidence. J'ai une petite histoire là-dessus. C'est que un monsieur m'a arrêté 2-3 semaines passées sur la route. Juste, il l'a arrêté. Il a dit, Garde Sabine, je veux te parler. C'est un monsieur de plus que 80 années. Il est bien connu dans la communauté. Puis il a dit, je voulais te dire une histoire. Là. Je me rends compte avec ces gars de 80 années, depuis des années, chaque jeudi ou quelque chose pour parler, pour jaser, comme les vieux qui jasent. Puis il a dit, OK, c'est la première fois depuis des années. Lui, il est très conservatif. OK? C'est la première année depuis jamais que eux autres, mes amis, là, mes vieux amis, ont commencé à parler de, oui, il y en a quelque chose qui change. Puis peut-être il faut élire des personnes qui vont faire quelque chose à propos de ça. C'est la première fois, puis lui, il a dit, c'est la première fois que ces gens-là ont parlé des changements climatiques ouvertement. Puis ça, pour moi, ça veut dire qu'il y en a quelque chose qui se passe dans le public. Tu as raison, il y en a certainement toujours des personnes qui ne le voient pas ou ne veulent pas le voir. C'est comme des Autriches qui mettent leur tête dans le sable, là. Mais il y en a quand même assez de personnes maintenant qui voient qu'est-ce qui se passe, qui acceptent ça, même sans avoir vécu directement l'érosion ou les inondations, mais qu'ils ont vu quelque chose qui se passe, qui sont prêts à accepter, oui, il y en a quelque chose qui se passe. Puis moi, je dirais que c'est la première étape pour changer. Même si ces gens-là vont toujours faire les mêmes choses qu'avant, là, mais au moins, c'est une première étape pour le public en général. Là, OK? Parce que les gens ont toujours travaillé sur les changements climatiques depuis des années, comme tu as dit, 20 ans pour le groupe de développement durable. Oui, ben, on sait à propos des changements climatiques depuis... Ça fait 40 années. Depuis à peu près l'an 2000, je pense que les gens sont beaucoup plus... Le sujet de conversation est là, surtout parmi des groupes comme vous autres, puis des scientifiques. Là, on en parle, puis on fait de la réalisation qu'on est en train de commencer à vivre ces changements-là. Est-ce qu'il y a des changements climatiques clés qui viennent faire surface chez les gens, que ça les fait, comme quand ils pensent à changer leurs habitudes ou à plutôt prendre conscience du phénomène? Est-ce qu'il y a des changements clés comme plus de temps, les inondations? C'est-tu quelque chose, comme au niveau météorologique, est-ce qu'il y a comme c'est-tu des inondations qui fait comme bouger un peu la conversation? Ça serait-tu bien les tempêtes? Ça peut-tu déclencher certaines choses chez les gens, ça? Je pense que oui. Chaque fois qu'il y a une tempête importante qui apporte des changements, si on parle d'inondation, moi, je me rappelle, il y a une tempête en janvier 2000. Je pense qu'il a tout fait débouler, toute l'histoire des inondations
l'élévation du niveau de la mer. En l'an 2000, on a eu une tempête qui a donné une onde de tempête de 2 mètres, surtout dans le sud du Golfe, la région de Chediac, Capelé, etc. Donc, il y a eu beaucoup de dégâts à ce moment-là. Il y avait de la glace sur le Golfe Saint-Laurent dans le temps. Ça avait soulevé la glace, ça l'avait apporté sur le terrain même, endommagé des maisons et des chalets. Puis là, je pense qu'il y a eu un réveil, là. On a dit, c'est quoi qui se passe, tu sais? Je pense qu'à partir de ça, on parlait déjà de la science du changement climatique. Puis c'est là qu'on a mis les deux ensemble, puis on a commencé à discuter, au moins dans le domaine des inondations côtières, de mettre ensemble l'impact des scénarios d'une tempête avec, on a eu un certain niveau d'inondation cette fois-ci, mais qu'est-ce qui arriverait si c'était dans 50 ans d'Astor ou dans 100 ans d'Astor où on aurait 1 mètre de plus au moins du niveau de la mer, du niveau de base? Ça veut dire que la tempête de janvier 2000, elle serait propagée encore beaucoup plus loin que ça. Fait que je pense que c'est là que la conversation a commencé, c'est mon point de vue. Puis surtout, c'est à ce moment-là que moi, je me suis impliqué un peu plus. Puis, en tout cas, je pense que ça a été un réveil, ça a causé un réveil. Puis, depuis ce temps-là, chaque fois qu'il y a une tempête, je pense que ça engendre une conversation encore. Oui. Pour des événements clés, là, je dirais ça a changé aussi parce qu'avec les inondations de la fleuve Saint-Jean, deuxième fois en 2 années, sévères, très, très sévères, des inondations très sévères. Alors, le monde réagit à ces inondations aussi. Même aujourd'hui, j'ai écouté une émission sur la radio à propos des feux de High Level Alberta. Puis, parce qu'il y en a toujours des liens au maritime. Les gens ici, ils connaissent à propos de Fort McMurray, ils connaissent à propos de High Level. Ça sonne vraiment une bonne idée. On va y retourner. Il va falloir qu'on prenne une petite pause. On vous revient dans quelques instants. Et c'était... Il faut faire ça là, quand tu veux. Donc, nous nous sommes laissés tantôt pendant une très belle prose de Mme Litz. Et donc, vous étiez en train d'expliquer à propos Oui, à propos de qu'est-ce qui touche les personnes là, d'ici. Là. Puis auparavant, c'était si on avait des feux, des feux de forêt quelque part, ben c'était pas chez nous. Parce que nous autres, on a passé beaucoup de feux de forêt. Puis c'est pas vraiment lié au changement. C'était pas lié au changement climatique. Mais maintenant, parce que les gens ils travaillent en Alberta, etc. Puis aujourd'hui, j'ai entendu cette émission-là où il y avait une entrevue avec quelqu'un qui vient d'ici, qui venait juste d'être évacué de High Level en Alberta, où il y en a cette feu de forêt qui est, comment on dit ça, au large, qui est hors contrôle. Là. OK, puis c'est un peu semblable qu'au Fort McMurray, qui était vraiment un événement assez sévère en Alberta, qui était en effet un feu de forêt qui était attribué, la sévérité du feu de forêt était attribuée au changement climatique. Alors, ce n'est pas juste les inondations, les tempêtes de côtières, etc., qui touchent aux gens d'ici, où ils se trouvent dans une situation où ils disent « OK, c'est quelque chose qui nous touche ». Mais c'est même les événements d'ailleurs, c'est même les événements en Alberta, juste parce qu'il y en a des liens personnels là-bas. Alors, on parle de ça aussi, là. Oui, maintenant. parce que ça change, mais c'est pas le même changement pour toutes les régions géographiques. Non. Nous, on est comme près de l'eau, donc j'imagine qu'on va avoir ça va nous affecter différemment que les changements qui auront lieu en Alberta. Oui. Et tout ça, il y a eu un rapport qui est arrivé, ça fait pas longtemps, c'est arrivé dans le mois, ça vient du gouvernement du Canada. Et c'est un rapport qui a été grandement documenté médiatiquement. Et moi, j'ai lu des articles là-dessus. Puis,
c'est déprimant. C'est déprimant parce que là, on voit, ça va augmenter de 100 mètres dans 100 ans, ça va. C'était quand même assez lourd. Mais dans le fond, il y a quelque chose que je ne comprenais pas vraiment, c'est quand ils ont présenté ce document-là, il y a une carte du Canada avec des sections, des sections qui est dans le rouge, des sections qui est dans le jaune, des sections qui est dans l'orange. Et nous, on est dans le rouge, dans la région en Atlantique. Je me demandais peut-être qu'est-ce que ça... premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça peut impliquer comme pour les changements? Comme, tu sais, comme vous qui travaillez plus dans les infrastructures, comment est-ce qu'on utilise ces changements? Comment on change? Comment on s'adapte? Comment on pourrait dire ça? J'ai pas le mot en anglais, mais ça serait comme à cette impending doom. Je crois qu'il faut juste commencer à apprendre, faire des démarches, commencer l'adaptation. On parlait plus tôt, il y a beaucoup de différentes affaires qu'on doit faire. Je crois qu'il faut commencer par des petites mesures, puis agrandir de là. Il faut commencer quelque part. Sur la côte, on a mis de la réglementation pour forcer les adaptations, mais le Réal avait sorti des prévisions, des hauteurs. Donc, à partir de la tempête de janvier 2000, qu'on disait plus tôt, on a une bonne idée qu'est-ce que ça ressemblait. On est en train de créer des nouveaux outils pour comprendre les changements climatiques. On peut modéliser la vague sur la côte, puis délimiter quels terrains qui sont affectés. Donc, c'est pas comme ça qu'il y a couramment une floodplain où ça a déjà inondé, mais qu'est-ce qui va inonder dans le futur? OK. On a créé des règlements. C'est plus autant juste réactif, là, c'est proactif. On essaie de... OK, non, c'est comme une zone grise un peu parce que c'est une situation fâcheuse pour les municipalités. Ils sont dans l'embarras qui ont besoin des gens, la taxation sur leur territoire pour gérer leur municipalité. Puis il y a des endroits que là, on commence à comprendre et reconnaître qui sont vulnérables. Puis il y a un paradoxe de la valeur et de la vulnérabilité sur le bord de l'eau. Donc, comme quelqu'un qui travaille pour conseiller la municipalité en aménagement, on va comprendre qu'on nous explique une vulnérabilité, c'est comment loin qu'on peut exiger des transformations dans combien de temps, comment vite. Vous parlez du rapport, le rapport, puis on parle de l'eau qui va dépasser 2 mètres. Justement, Sébastien a été un pionnier dans ce domaine-là d'adaptation, parce que je pense que vous avez établi la première réglementation au Nouveau-Brunswick par rapport au niveau minimum d'élévation de terrain, pour la nouvelle construction. Exactement, ou quelque chose dans ce domaine-là. On voulait on a travaillé les chiffres, les prévisions, puis les modèles qu'on pouvait mieux concevoir. Puis là, on se disait, si les gens, la partie habitable est au-dessus, ça va les protéger. C'est un premier pas. Ce n'est pas une réponse qui rencontre le besoin, mais il faut conscientiser la population, il faut aller de l'avant. C'est comme un engrenage qui nécessite une sensibilisation de beaucoup de secteurs différents. Donc, il faut... Oui, allez-y. Parce que Sébastien a dit quelque chose qui est vraiment important de comprendre. C'est l'adaptation, c'est pas quelque chose que tu fais. C'est un processus, tu embarques là-dessus. Puis ces règlements-là, c'est comme tu as dit, c'est un premier pas. Mais la réalité, c'est que le long de nos côtes, la plupart des régions, surtout le long du Golfe, c'est nécessaire qu'on déménage à un moment donné. OK? Ça, c'est clairement... ça doit être la planification à long terme. On n'est pas encore prêt à y parler trop. Juste parce qu'on n'a pas de leadership provincial, pas de leadership fédéral pour vraiment pousser la question un peu plus loin là. Okay? La première étape, c'est à s'assurer que les gens sont plus en sécurité. Puis ça, ce sont les plans d'urgence, c'est les plans d'aménagement du territoire, etc. Ça fait une première chose, mais à la fin, tu ne veux pas avoir des îles de municipalités entourées de l'eau parce que l'eau va augmenter de toute façon là. Alors, l'adaptation, c'est une approche, c'est un processus que tu embarques là-dessus, puis ça ne va pas arrêter. Quand tu as parlé, c'est déprimant, puis c'est réactif, je voulais juste clarifier, il y a vraiment 2 approches là. Une, c'est l'adaptation, pour éviter le risque aux gens
la meilleure manière qu'on peut, avec les meilleures données qu'on a présentement. Ça va changer. Changement climatique, ça va changer. Les informations vont changer. Ils changent chaque année, honnêtement. Puis l'autre, c'est vraiment la mitigation ou la réduction des gaz à effet de serre. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se faire pour éviter les plus pires des impacts. Alors, les deux voies-là, on les voit assez souvent séparées. Le public mêle les deux choses souvent. C'est pas bon non plus. Mais en réalité, si tu fais une, tu vas aussi faire l'autre, OK? Alors, réduction des gaz à effet de serre, ça veut dire les véhicules, changer les véhicules, changer nos habitudes, la manière de qu'on fait je sais pas, qu'on voyage, etc., etc. Mais aussi de voir un gouvernement qui vraiment pousse la question, OK? Qui a une taxe au carbone, qui utilise tous les outils nécessaires pour réduire les gaz à effet de serre. OK? Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est ce que nous autres, qu'on travaille là-dessus, c'est essayer de réduire les risques et réduire les impacts, soit d'une manière, l'implication de la communauté, éduquer la communauté à propos des risques, établir des plans d'aménagement, etc. Ça fait toutes les choses que j'ai expliquées, ça fait partie de la boîte d'outils là, qu'on a. Donc, si je comprends bien, c'est comme un plan où il y a des changements qui sont incontrôlables, qui peuvent être il y a des changements naturels qui peuvent être incontrôlables par l'être humain. Il y a des changements qui sont contrôlables par l'être humain. Là, il y a l'adaptation qui doit prendre en considération les deux, mais ce n'est pas les mêmes choses. Mais souvent, on met le tout ensemble. Oui. On a de la difficulté à faire. Parce que quand j'ai lu les articles, j'ai tout mêlé. j'ai tout mêlé ensemble. Parce que c'était comme un peu difficile à concevoir. J'allais juste te dire ce que Sabine a mentionné en termes de... C'est un processus, puis c'est un peu comme... C'est de rester adaptable, alors de pouvoir continuer à changer. Alors, qu'est-ce que ça prend comme communauté ou même comme individu pour pouvoir être flexible? Alors, le plus qu'on est ancré dans un lieu, que ce soit par nos routes, que ce soit par notre système d'énergie est un gros système, right? Énergie Nouveau-Brunswick, c'est des gros câbles qui passent, c'est un énorme réseau. Tout ça ne se change pas vite. Si on commence à penser nos grosses maisons, on ne peut pas les rebâtir rapidement parce que c'est cher aussi. Fait que si on minimise déjà ça, si on réduit notre poids là, ou notre footprint, notre empreinte, on devient un peu plus adaptable, on devient un peu plus résilient. Puis, en faisant ça, on est en train de réduire nos gaz à effet de serre parce qu'une petite maison prend beaucoup moins d'énergie qu'une grosse maison. So, on peut mitiguer comme on peut s'adapter en même temps. Fait que là, je brasse les cartes, là. Mais ça dépend, je pense, de comment tu l'approches. Mais je pense qu'on peut faire les deux ensemble. Puis c'est intéressant d'y penser parce que, comme tu dis, ça fait partie du même boîte à outils. Mais c'est de rester adaptable. C'est un processus. Tout de suite, on n'a pas beaucoup d'institutions sociales qui sont super adaptables. Il y en a, c'est intéressant d'aller les trouver, prendre des exemples. Il y a certaines communautés, peut-être, où on voit plus ça. Puis c'est probablement des bons exemples de comment est-ce qu'on s'adapte comme société au changement climatique. Puis comme ce processus pour changer des institutions, ça doit être un processus assez long et langoureux quand même. C'est un peu comme par les petits, je pense, que comme Sébastien mentionnait. Il y a des exemples de gens qui vont produire leur propre électricité. Puis là, il y a des nouvelles normes qui nous permettent, alors des communautés, des individus peuvent produire leur propre électricité, propre énergie, etc. Fait qu'il y a des exemples de tout changer des systèmes par ces moyens-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a probablement des nouvelles technologies qui doivent être explorées, qui doivent être développées. Pour ça, j'aime ça revenir aux jeunes puis faire des activités avec les jeunes parce que s'ils comprennent la problématique, puis leur cerveau marche encore assez vite qu'ils peuvent, puis ils sont encore dans une position de vouloir pousser un peu les normes puis changer les choses. Fait que si on leur donne la problématique maintenant, parce qu'ils vivent, eux aussi peuvent penser, OK, bien, comment est-ce qu'on produit notre électricité? Y a-t-il d'autres façons de le faire? Qui, en même temps, nous rend adaptables à pouvoir déménager notre maison si l'eau s'en vient? Alors, c'est muddled, ça, mais des fois, il faut essayer de le regarder comme interrelié. Comment petit, parce que comment est-ce qu'on pourrait, disons, comment on pourrait faire des grands pas, genre, si tu peux,
Il y en a deux opinions là-dessus, OK? Parce que la réalité, c'est que si on parle des changements climatiques, c'est quelque chose de vraiment gros, vraiment Ouais. large, assez large. Ouais. Puis la réalité, c'est qu'à ce moment-là, il faut avoir des changements assez larges. Ça implique les gouvernements, OK? Il n'y en a aucune question là. Mais pour moi, c'est toujours une question, des questions assez larges où il faut avoir du leadership politique pour faire des changements à grande échelle. Mais la pression, ça vient de tout le monde. Alors, des jeunes, surtout présentement des jeunes, avec les jeunes qui font des strikes là, partout, un peu partout. Ouais. Alors, c'est un peu ça. Mais je voulais revenir à ce que tu as demandé avec les institutions. C'est vraiment difficile à bouger, les institutions. Cependant, si on regarde Banque de Canada, le Bureau d'assurance national, Bureau national, c'était le premier. Ça, c'est vraiment ils étaient en avant à propos des changements climatiques, l'adaptation. C'est eux autres qui ont développé une bonne partie des cartes à risque pour voir, ça commençait avec, si on a une plaine inondable, il n'y en a pas d'assurance pour les maisons. OK? Puis eux autres, ils ont regardé ça, puis ils ont aussi vu que les coûts pour les assurances, pour les inondations, pour l'eau qui entrait dans les maisons, c'était vraiment cher, beaucoup plus cher qu'auparavant. Ça augmentait comme ça. Alors, ils se sont dit, OK, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Ils ont développé ces cartes d'inondation. Ils savent maintenant où se trouvent les endroits vulnérables. Ils ont développé des produits pour les vendre aux gens assez cher pour qu'ils soient assurés. Mais la réalité, c'est que c'est une institution vraiment large, comme les assurances, qui était capable de bouger assez vite, là. Ça fait juste des années, puis ils ont tous changé leurs approches. Puis ils sont impliqués dans des projets d'adaptation aussi. Alors, c'est pas que c'est impossible de bouger, c'est juste d'avoir la volonté, puis de leadership pour bouger même les plus grosses institutions assez vite. Comme le Banque de Canada vient juste de dire que les changements climatiques, c'est un risque réel. Okay? C'est une institution financière, une des institutions les plus impossibles à bouger, les institutions financières. Ça fonctionne vraiment avec difficulté. Mais ça arrive maintenant. Ça commence. OK. Yeah. Puis, dans le domaine, comme dans le domaine météorologique, est-ce que les gens en parlent comme... est-ce qu'ils en parlent beaucoup de ces changements-là aussi, comme comment on apprête les nouveaux faits? Ça doit être un autre challenge, un peu, un autre défi. Dans le domaine météorologique, il faut faire attention. Souvent, ça arrive, des gens vont interpréter un tel phénomène, disons une tempête, puis dire « Ouf, c'est un changement climatique ». Il faut faire attention, en météorologie, quand on parle de changement climatique, on parle de climatologie, on parle des changements sur une grande période. Okay? En général, on regarde une période de 30 ans. On fait des moyennes sur des périodes de 30 ans pour voir c'est comment que ça change. Disons, si on regarde les températures ou les précipitations, c'est comment que ça a changé sur une période de 30 ans. Okay? Ça fait que si on regarde des périodes de moins que ça, même juste sur une saison, c'est dangereux de parler de changement climatique. Mais ce qu'on peut faire au point de vue de la météo pour éduquer les gens, c'est dire, regarde, ce phénomène-là qu'on a vécu dernièrement, pendant l'hiver dernier, par exemple, que ce soit, là, on peut dire ça, s'il y en a eu un changement assez drastique, disons que les températures étaient plus froides que normal, comme a été le cas dans la région atlantique pendant l'hiver qui s'est terminé, on peut dire ça, c'est un événement, c'est pas une marque de changement climatique. Mais on a eu des années, dans les années passées, on a eu des saisons où les températures étaient comme 4 degrés au-dessus de la normale. Wow. On peut se servir de ça pour dire ça, c'est un événement rare aujourd'hui, mais ça pourrait devenir la norme dans le futur. Donc, sur ce, je remercie du point. On nous allons prendre une autre petite pause. On vous revient avec des informations sur le réchauffement climatique. On se revoit dans quelques instants. Merci beaucoup.
Donc, merci beaucoup. Bienvenue pour un autre petit segment de l'émission Astor on jase. Et là, vous avez manqué une très belle conversation. C'est ça, nous autres, on se garde tout le plus intéressant entre nous autres. Là, tu sais. Mais non, je discutais justement, je demandais qu'est-ce qui arrive. Bon, question anodine. Je veux me construire sur le bord de l'eau. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça veut dire de nos jours? Parce que c'était quelque chose c'était un rêve américain, ça. Construire sur le bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, c'est toujours à la mode. Il y a toujours des permis qui se font émettre. Pour tout de suite, sur le détroit de Northumberland, à la côte du Sud-Est, tu viens au bureau, tu fais la demande, puis on explique l'adaptation, la mesure d'adaptation qui est liée à la forme. On ne dit pas comment qu'on veut que tu sois construit, on dit qu'est-ce que tu dois rencontrer. Comme standard. Pour être adapté, exactement. OK. Puis, ces standards-là, est-ce que vous avez quelques exemples de comment ça pourrait... Oui, absolument. Oui? Le standard, c'est, pour commencer, c'était de construire le niveau habitable, le plancher habitable, à la hauteur du pire scénario de la pire tempête pour l'année 2100. OK. Donc, c'est un modèle qui projette la tempête du siècle avec des murs chiffres de l'élévation de la mer par-dessus. Puis c'est ça le modèle qu'on a sur une carte. Puis si ton terrain se retrouve dans cette région-là, on veut t'aider pour que tu puisses t'aider toi-même dans ta construction. C'est gentil. Let me help you. On le dit comme ça, mais c'est des endroits qu'on peut-être pas inondés, mais c'est ça qu'on veut. Je veux dire, peut-être ce serait bon de prévoir du développement dans les zones vulnérables. C'est clair que tous les gens autour de la table vont être d'accord avec ça, mais vous faire des pas, conscientiser le monde, comme je disais plus tôt, il y a le paradoxe de la valeur et de la vulnérabilité. On aura besoin de tous les acteurs impliqués pour résoudre ce problème-là. C'est ça. Ce paradoxe-là est vraiment intéressant, par exemple. C'est comme la valeur et la vulnérabilité, mais la vulnérabilité, elle ne fait pas descendre beaucoup la valeur? Ou qu'est-ce que... ça doit être compliqué, par exemple. Ça doit être une question économique. La valeur, ça dépend de qu'est-ce que les gens veulent payer. Ah, Puis là, bon, le long de la côte, les gens veulent toujours payer parce qu'ils veulent se bâtir le long de la côte. OK? Alors, c'est pas, même si les risques sont disponibles, toute l'information est maintenant disponible le long de nos côtes, les risques, les cartes, etc. Mais les gens vont toujours continuer à se bâtir des maisons ou des chalets. Mais c'est ce que moi, je t'aurais dit, si tu me demandes la question de qu'est-ce que je fais, si je veux bâtir le long de la côte, je te dirais, bon, fais ça, mais c'est stupide. Littéralement, c'est stupide. Parce que c'est inévitable qu'il va y avoir des problèmes. C'est pas quelque chose, s'il va y avoir des problèmes, c'est juste quand. Puis si tu es chanceux, peut-être tu vas être chanceux, puis ça va prendre une autre 10 années, mais je pense pas. Ça va arriver plus vite. Alors, c'est à toi, c'est ton investissement. Mais sur l'autre côté, je dirais aussi, comme Sébastien a dit, on devrait plus permettre des bâtiments dans les zones vulnérables parce qu'à la fin, ce sont nos taxes, nos taxes qui payent pour les dépenses que le gouvernement va faire pour aider les gens. Alors, l'année passée, le coût pour les inondations, pour réparer tous les dégâts qui ont été faits à propos des inondations de la fleuve Saint-Jean, c'était 80 millions de dollars. C'est sans assurance, sans coût privé, c'était les coûts du gouvernement. Bien, le gouvernement, l'argent du gouvernement, ça vient de nous autres. Alors, chaque fois qu'il y a des désastres, c'est nous autres qu'il faut payer. Alors, est-ce que tu veux que si tu construis un bâtiment le long de la côte, tu vas être isolé parce qu'il va y avoir une tempête à un moment donné, tu vas être isolé, il faut avoir des gens qui vont te sécuriser, qui vont prendre des bateaux, un hélicoptère, etc. Sauvetage, ça va coûter vraiment cher. Alors, tu veux que le reste du Nouveau-Brunswick ou du Canada paye pour chaque fois que nous autres, les humains, font des choses stupides, là? À un moment donné, je pense que les coffres pour ces désastres vont être épuisés. Puis qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Le feu de forêt à Fort McMurray était vraiment cher.
Maintenant, il y en a un autre feu de forêt. Les feux de forêt, ça coûte très cher. Les inondations, ça coûte très cher. L'année passée, on avait 80 millions de dollars pour les inondations. Cette année, on ne sait pas combien ça va être, mais ça va être proche. Même chose, peut-être plus, on ne sait pas. Est-ce qu'on veut vraiment payer ça chaque fois qu'il y en a des infrastructures rebâties dans les zones à risque? Ça semble coûter cher pour 10 ans de 3 mois de soleil à peu près. Là, C'est comme... ça. Mais C'est ça comprend même pas. Ils comprennent pas comme toute la pollution qu'une inondation qui entre en terre et qui ramène doit engendrer aussi. Ça doit être. Ouais, ce sont les zones côtières, mais il y a aussi dans des rivières comme la rivière Saint-Jean. Il y a des gens qui ont été établis là depuis des centaines d'années. Hein. Les maisons s'est passé De génération en génération. Alors, c'est peut-être plus difficile pour ces gens-là parce qu'ils appartiennent, tu sais, là, il y a du vécu. Là. Je pense que ça devient un problème social un peu plus complexe. Puis, comme le pire scénario, là, parce que là, on a regardé. Est-ce que c'est le pire scénario qu'ils ont présenté dans l'article, dans la majorité des articles, quand ils ont sorti le rapport du gouvernement du Canada quant aux inondations, à peu près? Alors, tout ce qu'on voit dans ce rapport-là, Ouais. ça découle du dernier rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC. Alors ça, c'est un groupe intergouvernemental dont la majorité des pays du monde participent. Donc, leurs gens scientifiques participent à ce rapport-là. Alors, les données dans ce rapport du Canada qui a été publié dernièrement, ça date du dernier rapport du GIEC qui retombe à 2013 à peu près. Le prochain rapport va sortir en 2021-2022 avec des nouvelles données. Okay? Ça va être basé sur, évidemment, il y aura un autre 6-7 ans de données. Et dans ce temps-là, les gouvernements, c'est surtout les gouvernements qui ont les logiciels et les superordinateurs qui peuvent rouler ces modèles-là à long terme. Alors, ils deviennent plus compliqués parce que la technologie s'améliore toujours. Donc, on va avoir de nouvelles données là, dans une couple d'années. Et à partir de là, ben, peut-être que ça va changer. Là, okay? Peut-être que les nombres vont s'élever. Je pense qu'on risque de voir des données encore plus importantes que le dernier rapport. Donc, c'est pour ça que la planification, l'adaptation, c'est très important. Même sur les normes dont on se sert présentement, basées sur le dernier rapport, on vise toujours 2100, mais c'est pas la fin, là. C'est pas la fin. Ça va continuer. Quand on parle justement d'élévation du niveau de la mer, il y a des scénarios qui prévoient, dans les prochains 500 ans, une élévation de 5-6 mètres, OK? Ça va probablement arriver parce que c'est la fonte des glaciers, des calottes glaciaires. C'est de là que vient la plus grande contribution à l'élévation au niveau de la mer. Évidemment, avec un climat plus chaud, les océans se réchauffent et prennent plus de place. Alors, ce sont les deux composantes importantes. Il y a beaucoup d'incertitudes sur la contribution de la fonte des glaces. Et on a tendance à vouloir erroner vers le pire. OK. C'est-tu juste que c'est beaucoup plus difficile à prévoir? Parce que c'est difficile à modéliser. C'est difficile à modéliser ça, là, ce processus-là de fonte avec toute la machine climatologique, météorologique. C'est quoi qui est l'interaction entre la fonte des glaces, les températures, les courants d'eau. Donc, il y a beaucoup de variables. Donc, c'est difficile de modéliser ça. Mais de plus en plus, on commence à améliorer. Et on améliore surtout nos méthodes de détection par satellite. On peut mieux concrétiser c'est quoi qui a été la fonte, quoi que le taux de fonte des glaciers présentement à partir des satellites. On peut voir comment la masse diminue à partir des données satellitaires. OK. Y a-t-il déjà eu des surprises? Comme avez-vous eu beaucoup de surprises? Ça arrive-tu assez souvent des surprises? Ce qu'on commence à voir, c'est que d'un coup, on voit des grosses sections de glace qui se détachent, surtout en Antarctique. C'est à cause que l'eau se réchauffe.
On travaille avec la glace, puis on a des gros blocs qui se détachent de plus en plus. Puis une autre chose qu'on détecte surtout comme au gros en long, on voit beaucoup d'eau à travers la glace. Là. On voit des rivières d'eau Il y a qui des descendent. courants sous la... Qui descendent sous la glace, ça veut dire que la glace devient plus lubrifiée, elle peut glisser plus vite. Il y a toutes sortes de facteurs très importants là, qui sont en train de se réaliser. Ouais, ça devient comme avec des... Avoir beaucoup de petits changements à faire, quand il y a aussi beaucoup de petits changements qui arrivent du côté de la nature, ça devient comme un peu Donc, pour difficile résumer, à... on ne devrait pas s'arrêter au minimum pour nos scénarios d'adaptation pour 2100. On devrait aller plutôt au pire. Si on surestime à ce moment-là, ben, on sera mieux protégé pour le futur. Je pense aussi à propos du rapport que tu as mentionné, Oui. c'est que le rapport, comme juste pour mettre l'accent encore là-dessus, c'est vraiment un rapport conservatif. C'est pas quelque chose qui est... C'est comme au minimum, genre? c'est pas le minimum, ça donne ça donne vraiment deux scénarios, deux scénarios qu'on a travaillé avec depuis des années, mais c'est quand même, on sait que c'est conservatif. Oui, très conservateur, C'est par là. consensus. Oui, C'est par contre, Yes. pour que tout le monde soit d'accord au texte final. oui. Ah, OK? On se OK. comprend? Ben là, OK, Il y ça a fait une du possibilité que ce sens. soit un peu On se pire. comprend, C'est un oui. compromis. La réalité, ils ne veulent pas Oui. les alarmistes. Il y a C'est certains pour ça. gouvernements qui vont vouloir Bon. aller vers le minimalisme. Bon. C'est OK. pour ça le rapport, c'est pour ça que tu as dit, le rapport, c'est le minimum qu'il faut travailler avec. C'est Mais- encore plus déprimant, ça. Non, mais c'est on dirait que c'est réaliste. Non, c'est pour C'est rester réaliste. pour rester Puis réaliste. il faut vraiment arrêter de dire c'est déprimant parce que c'est la réalité, c'est que c'est urgent. C'est urgent qu'on s'adapte, puis c'est urgent qu'on commence à travailler pour que on n'arrive pas au plus pire. Parce que ça, c'est toujours évitable. Le reste, il faut s'adapter parce qu'il y a un certain changement qu'on a dit. Ils vont arriver, ils sont en train d'arriver. Il faut travailler là-dessus aussi. Mais l'autre côté, c'est pas trop tard d'éviter le plus pire. Alors, pour moi, c'est une question, oui, c'est déprimant, mais pour les enfants, pour les plus jeunes, la génération plus jeune, là, c'est absolument important. Là. Moi, j'ai des enfants. Toi, tu es des jeunes enfants. Puis pour nous autres, c'est important parce que c'est pour eux autres qu'il faut travailler là-dessus. C'est vraiment ça. Et comme ça, là, donc, pour travailler là-dessus ensemble, qu'on soit capable de faire des petites étapes chacun, si vous aviez une minute là, pour donner au moins une petite étape qui peut être faite pour essayer d'amener notre grain de sel à ce problème-là, en tant qu'individu, qu'est-ce que vous suggéreriez à tout le monde qui nous observe tout de suite? Avez-vous une petite idée? Des sacs en papier? Toutes les initiatives vont Sont contribuer, puis sont bonnes et nécessaires. C'est comme, je crois qu'on ne dit pas que c'est le défi global de la génération du jour. Mes enfants ont 9 ans et 7 ans, puis papa, c'est triste, puis il m'en parle. Puis j'essaie de dire que non, il y a de l'espoir, puis il y a des choses qui vont changer, puis, mais qu'on doit prendre toutes les mesures qui sont à notre portée, puis commencer maintenant. Mais déjà, il y a des changements qui se font. Les organisations, les gouvernements, quand ils construisent de nouvelles infrastructures aujourd'hui, ils considèrent les scénarios de changement climatique dans la plupart des cas. Donc déjà, on construit des ponts plus élevés. Quand on remplace un pont, on le met plus haut. Quand on configure des routes, on s'organise pour qu'il soit des élévations qui vont pouvoir être ajustables dans le futur, des choses comme ça. Puis même au niveau entreprise, le développement durable prend beaucoup plus d'envergure. Hein, Oui, absolument. dans le processus de décision des entreprises. Fait que aussi, ça, on pourrait dire que ça serait comme un bon pas vers l'avant. Donc, si on ajoute un petit peu les sacs en plastique, le vélo, le développement durable, des petites choses, et est-ce que vous auriez une petite dernière petite initiative pour vous, monsieur? Bien, moi, je pense à respecter l'eau. Alors, L'eau. on a parlé beaucoup, tu sais, les côtes, les impacts de l'eau qui monte, les inondations, de comprendre qu'on essaie de vivre avec l'eau. Ça fait qu'on va accepter l'eau qui monte. Ça fait que ça veut dire des ponts qui sont plus hauts. Commençons à penser de ponts au lieu de ponceaux. Il faut laisser l'eau aller. Puis pensons chez nous. Alors moi, dans les écoles, on va dehors, on va voir ce qui se passe. Puis c'est de reprendre respect pour ces milieux humides-là.
les étangs, les petits ruisseaux, tous ces endroits-là, premièrement, sont pleins de vie, alors sont importants pour ça. Et puis, c'est ces couloirs-là qui permettent justement de l'eau de lever. On ne veut pas bâtir dans ces régions-là. Et puis, ils ont leur rôle important. Fait que même chez nous, là, pensons à essayer de préserver ces endroits, ces milieux humides-là. Là. C'est important de les conserver. Puis maintenant, comme si les gens voulaient plus, voulaient plus s'éduquer quant à ce sujet-là, est-ce que vous avez des idées d'organismes que vous connaissez qui est proactif à donner beaucoup d'informations? Comme chez vous, vous donnez énormément d'informations aux communautés quant au changement. Est-ce qu'il y a une place où les gens qui écoutent pourraient aller chercher de l'information aussi, d'après vous? Justement, il y a le site du ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux, qui est un très beau site qui parle du changement climatique, qui parle des changements qu'on voit déjà et des scénarios futurs. Donc, il y a pas mal d'informations de ce côté-là. Il y a aussi il y a un excellent site de GONB où, présentement, on peut aller chercher gratuitement des images LIDAR. LIDAR, c'est une technologie pour mesurer l'élévation du terrain, mais dans un gros environnement continu. Donc, ces données-là sont offertes gratuitement présentement aux gens du Nouveau-Brunswick, où on peut aller examiner des sections de terrain, de côte, si vous voulez, puis voir ce que ça donne comme élévation. Est-ce que ça peut soutenir des inondations futures, etc. Parfait. Donc, c'est un très bel outil. Puis c'est beau de la part de Nouveau-Brunswick d'avoir mis cette information-là à disposition du public gratuitement. Parfait. Bien, fait comme ça, on peut se dire ensemble que, tu sais, c'est vrai, ça peut être déprimant sur les côtés, mais il y a bien de l'espoir encore. Hein? On s'entend un peu là-dessus, hein? Il y a encore bien de l'espoir. Donc, sur ce, c'est ce qui termine notre émission de ce soir de Astor hors jazz. J'aimerais vraiment tous vous remercier d'avoir pris la peine de venir ce soir discuter de comment vous touchez ce sujet. Et je vous remercie d'avoir regardé l'émission. Donc, sur ce, à la prochaine. J'espère que vous avez aimé ça. Et on se verra dans un autre épisode. Merci beaucoup.